Ma copine a rompu avec moi en disant « Je ne suis pas prête pour quelque chose d'aussi sérieux après 4 ans ensemble ». J'ai dit « Je respecte ta décision », puis j'ai tranquillement supprimé tous les privilèges que je lui avais accordés. Plus tard, elle m'a appelé en larmes. Mon ex-copine, Chloé, et moi étions ensemble depuis 4 ans, 4 années complètes. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Nous n'étions pas un de ces couples qui restent ensemble par habitude en se détestant silencieusement. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons voyagé, fait des projets, rencontré nos familles respectives, nous parlions pratiquement tous les jours et avions une routine assez stable. Je pensais vraiment que je construisais une vie avec elle. Je n'ai jamais été le genre d'homme qui joue avec plusieurs personnes ou qui entre dans une relation pour voir ce qui se passe. Quand je suis avec quelqu'un, je suis complètement engagé. Et avec Chloé, c'était encore plus fort parce que c'était ma plus longue relation et la personne en qui j'avais le plus confiance. Pendant des années, elle m'a parlé d'un avenir avec moi. Pas directement de mariage tout le temps, mais de choses connexes. Elle me montrait des maisons en ligne et disait des choses comme « Imagine vivre ici ». Nous voyions des bébés dans les centres commerciaux et elle disait qu'elle voulait 2 enfants un jour. Elle m'a même envoyé des vidéos de mariage et m'a dit quelle robe elle aimait. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a complètement dévasté. Tout s'est passé lors d'un voyage en Corse. Nous avions planifié ce voyage ensemble pendant des mois. Nous travaillions tous les deux beaucoup et voulions des vacances où nous pourrions simplement nous reposer. Nous avons économisé pour cela, organisé les horaires, et honnêtement, c'était l'un des meilleurs voyages que j'ai fait de ma vie. Les premiers jours ont été parfaits. Nous prenions le petit déjeuner tard, nous nous promenions sur la plage, nous prenions des photos ensemble, nous faisions des excursions, et le soir, nous nous asseyions au bord de la mer à parler de tout et de rien. Chloé semblait heureuse. Pas distante, pas mal à l'aise, vraiment heureuse. C'est ce qui me trouble le plus. Même maintenant, il n'y avait aucun signe. Ou peut-être qu'il y en avait, et j'étais trop amoureux pour les voir. Le dernier jour du voyage, nous avons décidé de nous réveiller tôt pour voir la plage avant de retourner à l'hôtel et de faire nos valises. Je me souviens parfaitement du bruit de l'eau et du vent. C'est un de ces souvenirs qui vous marque parce que votre cerveau ne sait pas encore que dans quelques minutes votre vie va changer. Je regardais la mer et j'ai dit quelque chose de tout à fait normal. J'ai dit, mon Dieu, je ne veux pas partir. Cette plage est magnifique. J'adore ce voyage. Elle a souri un peu et a dit, moi aussi. C'était magnifique. Puis, toujours détendu, j'ai dit quelque chose que je pensais romantique, quelque chose de simple. Ce n'était même pas une demande en mariage ou quoi que ce soit du genre. J'ai dit, peut-être qu'on pourrait revenir pour notre lune de miel à l'avenir. Je m'attendais à un rire ou à ce qu'elle dise quelque chose comme, peut-être, ou comme tu es ringard. Mais au lieu de cela, Chloé est devenue complètement sérieuse, a lentement tourné la tête et m'a regardé d'une manière étrange, pas en colère, plutôt froide. Et elle a dit, de quoi tu parles ? Je ne me marierai pas avec toi. Je me souviens avoir même ri un peu au début parce que je pensais que c'était une blague étrange. Je lui ai dit, détends-toi. Je ne te demande pas en mariage à l'improviste. Je le ferai correctement avec une bague et tout. Mais elle est restée sérieuse, très sérieuse, et a dit, je veux dire, je ne me marierai jamais avec toi. J'ai eu l'impression qu'on m'avait vidé un seau d'eau glacée dessus. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Littéralement quelques secondes avant, nous parlions normalement, et maintenant elle disait quelque chose qui change complètement une relation de 4 ans. Je suis resté silencieux pendant quelques instants et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu dis ? Elle a soupiré comme si elle était fatiguée d'avoir cette conversation et a dit, je ne me sens pas prête pour quelque chose d'aussi sérieux. Je l'ai regardé, complètement confus. Si sérieux ? Chloé, nous sommes ensemble depuis 4 ans. Elle a haussé les épaules. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es l'amour de ma vie ou quoi que ce soit. J'ai encore du mal à écrire ça. Non pas parce qu'on m'a dit des choses pires dans ma vie, mais parce que je n'aurais jamais pensé entendre quelque chose comme ça de la part de quelqu'un qui était censé m'aimer. Je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que nous sommes pour toi ? Elle a réfléchi quelques secondes avant de répondre, et honnêtement, j'aurais préféré qu'elle me mente. Elle m'a dit, je pense que tu es plus comme la relation de transition. Tu sais, ces relations que tu as en attendant que le grand amour arrive. Je me souviens parfaitement d'avoir ressenti une horrible pression dans ma poitrine.
comme si soudainement tous les beaux souvenirs avaient perdu leur valeur en même temps. Les dîners, les cadeaux, les voyages, les appels tard dans la nuit, les fois où j'étais là quand elle pleurait, quand elle avait des problèmes avec sa famille, quand elle a perdu un emploi, quand elle est tombée malade. Tout a commencé à sembler faux. Je lui ai demandé quelque chose que je n'aurais probablement pas dû demander, mais j'avais besoin de savoir. J'ai dit, et pendant tout ce temps, as-tu été exclusive avec moi? Elle a évité de me regarder directement puis a lâché une phrase qui me dégoûte encore de me souvenir. Je suis fidèle autant que possible, mais j'avoue avoir flirté et être sorti avec quelques gars parce que j'ai besoin d'essayer de nouvelles choses. Je pense que mon cerveau a mis quelques secondes à traiter ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par sortie? Elle a répondu avec un calme total, sortir, rencontrer des gens, voir si je connecte avec quelqu'un d'autre. Je l'ai regardée sans comprendre comment elle pouvait dire tout ça si calmement. J'ai dit, j'ai toujours été exclusif avec toi. Et elle a littéralement ri. Pas un grand rire, mais ce rire inconfortable et condescendant que quelqu'un fait quand il pense que vous réagissez de manière excessive. Puis elle a dit, eh bien, merci, je suppose, mais ne le prends pas personnellement non plus. C'est juste la vie. C'est juste la vie pendant des années résumées en ça. Je ne peux pas expliquer exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. D'abord, c'était de la tristesse. Une tristesse horrible de celle qui vous laisse vide. Parce qu'en quelques minutes, j'ai compris que la relation que je pensais avoir n'avait jamais vraiment existé de la même manière pour elle. Je construisais quelque chose. Elle se divertissait pendant qu'elle décidait quoi faire de sa vie. Et le pire, c'était le naturel avec lequel elle parlait. Elle ne semblait pas coupable. Elle ne semblait pas avoir honte. Elle ressemblait à quelqu'un qui croyait sincèrement n'avoir rien fait de mal. Je lui ai demandé, alors, tout ce temps, tu n'étais avec moi que jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux. Elle s'est un peu énervée et a dit, pourquoi es-tu si dramatique? Les gens changent. Je ne veux juste pas me sentir piégé si jeune. Elle avait 27 ans. Nous n'étions pas des adolescents. Ce n'était pas une relation de 6 mois. Nous étions des adultes avec 4 ans ensemble. Mais elle parlait comme si je réagissais de manière excessive en supposant qu'une longue relation impliquait un engagement. Je me souviens avoir de nouveau regardé la mer pour essayer de me calmer. Il y avait des gens qui se promenaient à proximité, des couples qui prenaient des photos, des enfants qui jouaient dans le sable, et j'avais l'impression de m'effondrer devant quelqu'un qui ne ressentait absolument rien. Et elle a dit quelque chose qui m'a finalement brisé. Alors, s'il te plaît, ne transforme pas ça en quelque chose de sérieux, quelque chose de sérieux. Après 4 ans, j'ai compris alors que peu importe ce que je dirais, Chloé avait déjà pris une décision il y a longtemps. Cette conversation n'était probablement que la première fois qu'elle osait le dire à voix haute. Et le plus humiliant, c'est qu'elle semblait s'attendre à ce que j'accepte tout avec le sourire, comme si je devais la remercier pour son honnêteté. Je suis resté complètement silencieux pendant quelques secondes. Puis j'ai dit, je respecte ta décision. Elle a hoché la tête, presque soulagée, et je me suis levé en disant que j'allais aux toilettes de l'hôtel. J'ai marché pendant plusieurs minutes, sentant mes jambes lourdes. Dès que je suis arrivé aux toilettes, je me suis enfermé dans l'une des cabines et je me suis effondré. J'ai littéralement commencé à pleurer. Non, pas ce genre de pleurs silencieux de film. J'ai pleuré pour de vrai, avec de la colère, de la frustration et de l'humiliation parce que la même idée ne cessait de se répéter dans ma tête. Comment ai-je pu aimer autant quelqu'un qui me voyait comme une relation temporaire? Je suis resté là un bon moment. Et plus je pensais à tout ça, plus la douleur commençait à se transformer en autre chose, en colère, puis en ressentiment, et enfin en quelque chose de bien pire. De la haine. Parce que j'ai commencé à me souvenir de chaque chose que j'ai faite pour elle. Chaque faveur, chaque dépense, chaque sacrifice, et j'ai commencé à réaliser quelque chose que je n'avais pas voulu admettre jusqu'alors. Chloé avait tellement de privilèges grâce à moi. Tellement de choses que je faisais parce que je la voyais comme ma future femme. Parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Mais si pour elle, j'étais juste la relation de transition, alors il n'y avait plus aucune raison de continuer à la traiter comme une priorité. Et assis là, en train d'essuyer mes larmes devant le miroir des toilettes de l'hôtel, j'ai pris une décision. Si Chloé voulait une vie sans engagement avec moi, elle l'aurait, mais elle allait aussi découvrir ce que c'était que de vivre sans tous les avantages que je lui avais donnés pendant 4 ans.
Je suis retourné à la plage en essayant d'avoir l'air normal. Je sentais encore ma poitrine serrée et mes yeux me piquaient d'avoir pleuré dans les toilettes de l'hôtel. Mais je ne voulais plus me montrer vulnérable devant Chloé. Quelque chose en moi avait changé en ces quelques minutes. Quand je me suis approché, elle était toujours assise à regarder la mer avec son téléphone à la main. Elle a levé les yeux dès qu'elle m'a vu arriver. « Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Son ton semblait désinvolte, comme si elle n'avait pas détruit la relation il y a quelques minutes à peine. J'ai haussé les épaules. Il y avait la queue. Elle m'a fixé pendant quelques secondes. Puis elle a plissé un peu les yeux et a souri. Et puis elle a ri. « Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges ? Ne me dis pas que tu as pleuré. » J'ai senti une horrible pression dans ma mâchoire. À l'intérieur, j'étais furieux. Pas à cause du commentaire en lui-même, mais à cause de la façon dont elle l'a dit, comme si elle trouvait ça amusant, comme si tout cela était une situation inconfortable mais divertissante. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement feint le calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ai-je répondu, je suppose que c'est parce qu'un gars fumait trop dans les toilettes. Ça m'a un peu irrité les yeux. Elle a laissé échapper un petit rire. Bien sûr. Et c'est là que la conversation s'est terminée. Le plus étrange, c'est qu'après avoir détruit une relation de 4 ans, Chloé a agi de manière tout à fait normale, nous avons continué à nous promener sur la plage, avons fait nos valises et sommes allés à l'aéroport comme n'importe quel couple revenant de vacances. Mais je ne la voyais plus de la même façon. C'était comme regarder une étrangère utilisant le visage de quelqu'un que j'ai aimé pendant des années. Pendant le vol, nous avons à peine parlé. Elle a commencé à regarder des vidéos sur son téléphone et semblait même parfois de bonne humeur. Je regardais simplement par la fenêtre en pensant à tout ce que je venais de découvrir. Et plus j'y pensais, plus je voyais clairement quelque chose que j'ignorais auparavant. Chloé dépendait beaucoup de moi, trop. Non pas parce que je l'ai forcée, mais parce que petit à petit, j'ai fini par résoudre une grande partie de sa vie. À l'époque, ça me semblait normal. Parce que je pensais que j'investissais dans notre avenir. Je pensais que j'aidais la femme que j'allais finir par épouser. Mais maintenant, je comprenais qu'elle n'avait jamais vu la relation de cette façon. Pour elle, j'étais une étape confortable, rien de plus. Et si c'est ce qu'elle pensait vraiment, alors il n'y avait aucune raison de continuer à soutenir une vie qu'elle ne valorisait même pas. Quand nous avons atterri et quitté l'aéroport, Chloé a demandé un taxi pour son appartement. Elle ne m'a même pas demandé si je voulais l'accompagner ou parler davantage de ce qui s'était passé. Cela m'a aussi fait comprendre beaucoup de choses. Pour elle, la conversation était déjà close. Le taxi est arrivé et avant de monter, elle s'est approchée de moi avec une totale normalité. Elle m'a fait un bref baiser sur la joue et a dit « Merci pour le voyage ». C'était vraiment magnifique. Magnifique ? Ce mot m'a retourné l'estomac parce que pour moi, ce voyage venait de devenir le pire souvenir de ma vie. Pourtant, je suis resté calme. Oui, prends soin de toi. Elle a souri, est montée dans le taxi et est partie. Et dès qu'elle a disparu de ma vue, j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas hésité une seconde. Le premier appel a été pour l'assurance maladie. Chloé était incluse dans ma police depuis près de 2 ans. Je l'avais ajoutée à l'origine parce qu'elle avait des problèmes de santé et je craignais qu'elle ne puisse pas obtenir des soins appropriés à l'époque. Elle a même pleuré en me remerciant et a dit que personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi sérieux pour elle. Maintenant, je me souviens de ça et je me sentais en colère. Quand ils ont répondu, j'ai simplement demandé à la faire retirer. L'opérateur m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que oui. Cela a pris moins de 10 minutes. Puis j'ai appelé la banque. Chloé avait une carte supplémentaire liée à mon compte principal. Je payais pratiquement tout. L'essence, les repas, les petits achats, même certaines sorties avec ses amis qu'elle m'a dit plus tard avoir oublié de me rembourser. La carte avait des limites assez élevées parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais des raisons de la lui retirer. Jusqu'à ce jour. J'ai demandé à l'annuler immédiatement. L'homme de la banque a confirmé quelques données puis a dit « La carte a déjà été désactivée, monsieur ». J'ai raccroché et pour la première fois depuis la conversation sur la plage, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Pas du bonheur, de la paix. Comme si je reprenais le contrôle de ma propre vie.
J'ai commandé un Uber pour rentrer chez moi, et pendant le trajet, j'ai continué à passer des appels. Le suivant était pour l'université de Chloé. C'était probablement l'appel le plus difficile parce que Chloé n'aurait pas pu terminer ses études sans moi. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait déjà abandonné l'architecture une fois en raison de problèmes financiers. Elle travaillait dans un café et avait à peine de quoi survivre. Elle parlait toujours avec tristesse de ne pas avoir terminé ses études et disait qu'elle avait l'impression d'avoir déçu sa famille. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle y retourne. Je lui ai dit que je la soutiendrais et je l'ai fait. Pendant des années, j'ai payé les frais de scolarité, les matériaux, les programmes de conception, les impressions géantes et même un nouvel ordinateur portable parce que le sien ne fonctionnait plus pour le rendu. Je ne lui en ai jamais voulu parce que je pensais que j'aidais à construire notre avenir à tous les deux. Et maintenant, je découvrais que pour elle, j'étais juste la relation de transition. Lorsque l'université a répondu, j'ai demandé à annuler les paiements automatiques des frais de scolarité. La femme qui a répondu a demandé si l'étudiante était au courant. Je lui ai dit qu'elle le serait demain. Chloé était en dernière année d'architecture. Il lui restait 3 mois à finir. 3 mois. En raccrochant le téléphone, j'ai pensé à l'ironie de tout ça. Elle a dit qu'elle ne voulait rien de sérieux avec moi alors que littéralement toute sa stabilité dépendait de moi. Ensuite, j'ai passé un autre appel. Un de mes amis avait une entreprise de grue et de transport de véhicules. Je lui ai rapidement expliqué la situation et lui ai donné l'adresse de Chloé parce que oui, il y avait aussi une voiture. La voiture que Chloé conduisait, je l'avais achetée. Techniquement, elle était toujours à mon nom parce qu'elle n'a jamais pu obtenir son propre financement. En théorie, elle lui était prêtée le temps qu'elle se stabilise. C'était il y a presque 2 ans. Mon ami n'a même pas posé trop de questions. Il a juste dit, « Tu veux que je la récupère aujourd'hui ?» Oui, c'est fait. Je lui ai envoyé l'emplacement, les photos et les données nécessaires. Une demi-heure plus tard, il m'a écrit. Nous l'avons déjà. Je me souviens avoir regardé ce message et être resté silencieux un moment, non pas parce que je doutais, mais parce que je commençais à comprendre à quel point la vie de Chloé était soutenue par moi. Et le pire, c'est qu'elle ne l'a jamais apprécié. J'ai encore passé un appel, la salle de sport. Chloé était obsédée par cet endroit. Elle avait un abonnement premium assez cher qui sortait aussi de mon compte. Entraîneur personnel, cours spéciaux, accès complet. J'ai tout annulé. Après ça, je suis enfin rentré chez moi. Je suis entré, j'ai laissé ma valise de côté et je me suis assis en silence. Normalement, après un voyage, elle m'appelait dès qu'elle arrivait à son appartement. Elle faisait toujours un appel vidéo en défaisant ses valises ou me racontait une histoire idiote sur le taxi. Ce soir-là, elle n'a pas appelé. Et honnêtement, je m'en fichais plus parce que pendant qu'elle pensait probablement avoir mis fin à une relation confortable sans conséquences majeures. Je venais d'éliminer tous les privilèges pour lesquels elle m'avait remercié pendant 4 ans. Et non, je ne me sentais pas coupable. Beaucoup diront que c'était cruel de le faire si vite. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne prenais rien à elle. Je reprenais mes propres affaires. Mon argent, mon assurance, ma voiture, mes paiements, mon soutien. C'est elle qui a clairement indiqué que je n'étais pas quelqu'un d'important dans son avenir. Je ne faisais que respecter cette décision. Cette nuit-là, je me suis couché pour la première fois depuis des heures en ressentant la paix. Une paix froide parce que je savais exactement ce qui allait se passer le lendemain. Chloé allait se réveiller en croyant qu'elle avait encore le contrôle de la situation. Et petit à petit, elle commencerait à découvrir que la vie sans quelque chose de sérieux signifiait aussi vivre sans tout ce que je faisais pour elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé assez tôt. J'ai laissé mon téléphone en silencieux, mais j'avais quand même plusieurs appels manqués de Chloé. Il n'était même pas 8 heures du matin, et je pouvais déjà imaginer quel était le problème. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis levé calmement, j'ai fait du café et j'ai vérifié quelques emails de travail. Honnêtement, après tout ce qui s'est passé en Corse, je me sentais étrangement calme. C'était comme si j'avais enfin arrêté de voir la relation à travers un fantasme. Chloé ne m'aimait pas. Chloé aimait le confort. Et cela change complètement la façon dont vous vous souvenez d'une personne. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, elle a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu.
La première chose que j'ai entendue, c'est sa voix altérée. Chérie, je pense que ma voiture a été volée. Je l'ai laissée là où elle est toujours, et elle n'est plus là. Elle n'avait même pas encore l'air triste, plutôt confuse et nerveuse. J'ai pris une gorgée de café avant de répondre. Calme-toi. La voiture va bien. Il y a eu un petit silence. Quoi? La voiture va bien? Ai-je répété. Tu ne l'ajustes plus. Elle a mis quelques secondes à comprendre. Je ne comprends pas. Puis je lui ai dit exactement ce que je pensais depuis la veille. Tu as dit que tu ne voulais rien de sérieux. Alors cette voiture est seulement pour une fille sérieuse. De l'autre côté de l'appel, il y a eu un silence absolu. Puis elle a parlé d'un ton complètement différent. Tu es fou? Comment suis-je censé me déplacer maintenant? Comment vais-je aller à l'université? Et puis je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Pas un rire exagéré, plutôt ce petit rire qui sort quand on comprend enfin à quel point une situation était absurde. Calme-toi, lui ai-je dit. L'université ne sera pas un problème non plus. Tu as la journée de libre. Elle s'est tue. Puis j'ai ajouté, en fait, tu auras probablement une année de libre parce que j'ai annulé l'inscription. Je n'exagère pas quand je dis que l'appel est devenu complètement silencieux. Je ne pouvais entendre que sa respiration. 5 secondes, peut-être plus. Puis elle a parlé à voix basse. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas répondu. Tu plaisantes? Ce n'est pas vrai. Et elle a raccroché. Je me souviens avoir regardé le téléphone et avoir pensé qu'à ce moment-là, elle était probablement en route pour l'université ou essayait de se connecter à la plateforme pour vérifier si je mentais. 2 minutes plus tard, elle a rappelé. J'ai répondu. Cette fois, elle avait l'air beaucoup plus désespérée. Uber n'accepte pas ma carte. Qu'est-ce que tu lui as fait? Parfait. Ai-je répondu, tu as aussi découvert pour la carte? Oui, je l'ai annulée. Elle a immédiatement explosé. Tu es malade. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis resté complètement calme. Bien sûr que je peux. Tout était à mon nom. Elle a commencé à respirer plus vite. Je vais à l'université tout de suite. Et si tu as annulé les frais de scolarité, je jure que c'est fini entre nous. Tu vas devoir me supplier de revenir. Cette phrase m'a presque fait rire à nouveau parce qu'elle parlait encore comme si c'était elle qui avait le pouvoir dans la relation. Puis j'ai répondu quelque chose que je retenais depuis la plage. C'est fini depuis la conversation en Corse. Elle a raccroché et honnêtement, je pensais que ce serait la fin de tout. Mais 1 heure plus tard, elle a rappelé. J'ai répondu parce que j'imaginais déjà ce qui s'était passé. Et en effet, cette fois, elle pleurait, pas discrètement. Vraiment en train de pleurer. Tu es sans cœur, a-t-elle crié. Il me restait 3 mois à finir. Je n'ai rien dit. Elle a continué à parler entre deux sanglots. Je n'ai pas d'argent pour payer ça maintenant. Si je veux y retourner, je dois économiser et y retourner l'année prochaine. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vraiment terrifiée parce que ce n'est que maintenant qu'elle comprenait quelque chose que j'avais compris depuis longtemps. Sa vie dépendait trop de moi et pas parce que je lui avais demandé. Elle a choisi de s'installer dans cette situation. J'ai répondu calmement. Dommage. Eh bien, il est temps de travailler. Cela l'a rendue encore plus en colère. Tu ne comprends rien, a-t-elle crié. Ma meilleure amie, Léa. Elle avait déjà un poste prêt pour moi quand j'aurai mon diplôme. Un bon travail. C'est ce que je voulais. Et puis te quitter comme le salaud que tu es. Cette phrase m'a laissé silencieux pendant quelques secondes parce qu'elle confirmait quelque chose d'horrible. Chloé avait vraiment déjà des plans pour partir. Ce n'était pas une crise spontanée ou une confusion momentanée. Elle pensait à me quitter dès qu'elle aurait atteint la stabilité par elle-même. J'étais simplement le pont confortable vers cette vie. Puis j'ai répondu, eh bien, c'est dommage. Elle a crié quelque chose que je n'ai même pas bien compris et a de nouveau raccroché. Après ça, j'ai sérieusement envisagé de la bloquer. Mais une partie de moi voulait entendre jusqu'où elle irait. 2 heures plus tard, elle a rappelé. J'ai répondu, et cette fois, j'ai entendu quelque chose de différent. Chloé était complètement brisée. Elle pleurait de manière incontrôlable,
presque incapable de respirer correctement. « Je te déteste », a-t-elle crié. « Je te déteste comme tu n'as pas idée. » Je n'ai pas répondu. Je ne peux même pas aller à la salle de sport pour déstresser parce que tu l'as annulé. Tu es le pire homme du monde. Et c'est là que j'ai probablement dit la phrase la plus froide de toute cette histoire. Fais attention. N'essaie pas de faire de l'exercice dans le parc si tu te blesses. Tu n'as pas non plus d'assurance maladie. Elle s'est tue. Et puis quelque chose s'est produit qui, honnêtement, m'a donné plus de tristesse que de satisfaction. Son ton a complètement changé. De la rage, il est passé à la peur. Et de la peur à la manipulation désespérée. Elle a commencé à pleurer plus doucement et a dit « Chérie, pardonne-moi ». Ce mot sonnait très étrange après tout. « Je sais que j'ai été cruelle », a-t-elle poursuivi. « C'était juste une erreur. Bien sûr, je veux cette lune de miel en Corse. Viens à la maison et parlons, s'il te plaît. » Alors j'ai compris quelque chose d'important. Chloé n'était pas désolée de m'avoir fait du mal. Elle était désolée parce qu'elle avait perdu sa stabilité. Parce que si elle m'avait vraiment aimé, elle n'aurait jamais eu besoin de tout perdre pour réaliser ma valeur. J'ai simplement répondu « Je ne pense pas ». Et cela a semblé la briser à nouveau. Elle a recommencé à pleurer bruyamment. Puis elle a dit une dernière fois « Je te déteste, salaud ». Et elle a raccroché. Après cet appel, nous ne nous sommes plus jamais parlé. Les jours suivants ont été étranges. Une partie de moi s'attendait à des messages sans fin, des menaces ou des tentatives de manipuler des amis communs pour me faire passer pour le méchant. Mais rien ne s'est passé. Un silence absolu. Et honnêtement, le silence m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé à voir des choses que j'ignorais auparavant. La relation était complètement déséquilibrée. Je fournissais une stabilité économique, émotionnelle et pratiquement logistique. Chloé fournissait de la compagnie, de l'affection occasionnelle et des promesses vides sur l'avenir. Et le pire, c'est que pendant des années, j'ai pensé que c'était de l'amour. Un mois plus tard, j'ai finalement eu de ses nouvelles par des amis communs. Apparemment, elle avait également été licenciée du café où elle travaillait à temps partiel. Elle avait manqué plusieurs jours consécutifs après tout ce qui s'était passé. Selon ce qu'on m'a dit, elle a essayé de se justifier en disant qu'elle traversait une très forte dépression émotionnelle. Mais le patron ne s'en est pas trop soucié. Ils l'ont simplement licenciée. Je me souviens avoir entendu ça et y avoir pensé longtemps. Je n'ai ressenti ni joie ni culpabilité. J'ai juste ressenti quelque chose qui ressemblait à une fermeture définitive parce que j'ai compris que Chloé vivait depuis longtemps comme si les conséquences n'existaient pas. Comme s'il y avait toujours quelqu'un prêt à la soutenir pendant qu'elle décidait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et quand elle s'est finalement retrouvée seule, elle a découvert quelque chose de dur. Les gens appellent souvent beaucoup de choses de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour de rester dans une relation pendant que vous cherchez quelque chose de mieux. Ce n'est pas de l'amour d'utiliser quelqu'un comme un tremplin émotionnel ou économique. Et ce n'est pas de l'amour de ne vouloir revenir que lorsque le confort disparaît. Depuis, je ne l'ai plus revu. Et honnêtement, je préfère que ça reste comme ça.